Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter The Druidcraft Tarot Deck. Ouh là là, on va y arriver. Alors, The Druidcraft Tarot Deck, j'ai du mal à le dire, je suis désolée. Oui, c'est une version anglaise parce que il existe en français qui s'appelle le Tarot des Druides. Mais moi, je ne l'avais pas disponible. Je ne sais pas s'il y en a encore de disponible en français, mais sachez en tout cas que ça existe en français. Et après, je ne sais pas si c'est exactement la même chose. Moi, je vous présente cette version anglaise. Alors, c'est un tarot de Philippe et Stéphanie Cargom et illustré par Will Worthington. Alors moi, en premier, je suis attirée par les illustrations de Will Worthington parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il a illustré également le tarot de la forêt enchantée, qui est en fait le Wildwood Tarot en anglais. Il a illustré aussi les autres oracles de Philippe et Stéphanie Cargom, qui sont l'oracle druidique des plantes et l'oracle des druides qui parle des animaux. Et j'aime énormément son travail. Donc c'est la première des choses qui m'a amené vers ce tarot. Philippe et Stéphanie Cargom sont des pratiquants de druides. Alors je ne sais pas s'ils ont le statut exactement de druide, tout ça, mais ils sont vraiment impliqués même dans l'ordre des bardes et des ovates, etc. Ils ont un rôle là-dedans. Et j'aime, après avoir découvert donc, ce que je vais vous montrer dans ce tarot, et avoir découvert aussi les deux autres oracles dont je vous ai parlé, celui des plantes et celui des animaux, je trouve qu'ils font un travail extrêmement sérieux et très profond en fait. C'est pas tant le fait que ce soit sérieux, c'est que moi ça me parle vraiment. Ils transmettent, il y a énormément de transmission dans ce qu'ils font et ça aide vraiment quoi. C'est un apport énorme. Donc vraiment, je les remercie beaucoup pour ça parce que une fois que je lis les livrets, et puis les significations des cartes, alors moins dans le tarot, parce que là c'est plus, on va dire, plus classique, c'est un tarot, donc, mais dans les oracles, etc., le temps qui est pris pour expliquer, c'est très très efficient, quoi. Je sais pas comment dire, j'aime beaucoup beaucoup leur travail. Donc là c'est une boîte rigide. Je vous montre par rapport à une carte de tarot, la taille, petite boîte moyenne, rigide. Il se présente comme ça. Voilà, on nous présente rapidement ce que contient le paquet. Alors c'est un tarot donc sur la base du Rider-Waite et c'est très proche au niveau des représentations, des symboles. Voilà. Après c'est sur la dimension celtique, druidisme, etc. Donc là on va en parler avec le livret. Bien sûr il faut être branché un peu là-dessus, sur la nature et puis sur les transmissions païennes de ce côté-là. Mais justement, moi, je ne suis pas spécialisée là-dedans, mais ça m'attire énormément. Donc, il y a des choses très intéressantes présentées là-dedans, je vais vous montrer. Donc, voilà l'intérieur de la boîte, le livret. Voilà, petit livret. Et en fait, vous allez voir, c'est ça qui est très fort dans ce tarot. C'est que c'est un petit mais costaud, quoi. C'est un livret génial et surtout vous allez voir, c'est un tarot
hyper bien pour débuter aussi, parce que il y a tout. En fait, dans le livret, ils ont décidé de s'adresser vraiment, même si on commence, si on ne connaît pas, à expliquer ce qu'il y a derrière le tarot, la philosophie, et en fait, vous allez voir, on s'approprie la chose, et ça éclaire beaucoup sur comment ça fonctionne, la structure du tarot, etc. Donc, c'est vraiment très bien fait, et c'est très simple. Voilà, il n'y a pas des tonnes non plus de trucs à lire, donc c'est très fort pour ça. Alors là, voilà, je vous montrerai après les cartes. Voilà, je vous montre déjà la taille, parce qu'elles sont plus grandes, hein. Elles sont plutôt des tailles d'oracle que de tarot. Voilà, je vous montrerai après bien les cartes. Donc on a un tour blanc. Moi, je ne suis pas fan des tours blancs, je préférerais... donc j'hésite à le découper peut-être, mais bon, pour l'instant, je le garde comme ça, on verra plus tard. Parce que moi, je suis en général une découpeuse de tours blancs, parce que j'aime bien pouvoir me projeter dans la carte directement, qu'elle soit bien étalée sur son image. Alors, donc le livret. Alors, The Druidcraft Tarot Deck, en fait, donc en français, ça a été traduit par le Tarot des Druides. Alors, vous allez voir que Druidcraft, c'est, en fait, ils ont mis ce mot. Moi, je connais pas ce mot vraiment. Je sais pas si ça s'emploie couramment, mais en tout cas, ils ont expliqué dans l'introduction que c'est un... en fait, c'est le Druidcraft, voilà, il explique là, pardon. C'est la rencontre entre la Wicca et le druidisme. Alors, je sais pas si druidry, ça se traduit exactement par druidisme. Je vais rapprocher pour que vous voyez, parce que j'ai pas une super lumière là. Donc, en fait, en gros, il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas de druidisme pur. Et aujourd'hui, c'est des courants, donc plutôt ici, la Wicca et le druidisme, qui s'influencent et qui font une des formes du paganisme contemporain. Mais enfin, il y en a plein de formes. Aujourd'hui, tout est mélangé, tout est métissé. Mais ils expliquent ça. Alors avant de se lancer là-dedans, mais c'est parce que je voulais vous expliquer un peu le titre. Donc ça apporte quelque chose quand même, ce titre en anglais. La combinaison de druid et craft. Parce que c'est pas, en tout cas, c'est pas présent dans la traduction française. Ça s'appelle le tarot des druides, on ne sait pas qu'il y a cette dimension un peu Wicca. Mais après, j'imagine que c'est expliqué dans le livre, en français. Alors, rapidement, je vous montre la table des matières. Donc, il y a l'introduction. Alors, ça, c'est génial. Vraiment, c'est déjà un point génial. Ils ont fait les mystères extérieurs, on va dire, et les mystères intérieurs. En fait, ils ont présenté d'abord les arcanes mineures, avec d'abord les cartes de cour et ensuite les cartes à points, les cartes numérotées. Et après, ils ont fait les arcanes majeures. Et ça aussi, il explique dans le livre, c'est que souvent, on présente d'abord les arcanes majeures et ensuite les mineurs. Et eux, c'est un parti pris, il explique pourquoi. Voilà, je vous dirai après. Et puis, un exemple de tirage à la fin. Et une présentation des auteurs et de l'artiste. Ah oui. Alors, introduction. Donc voilà, ils expliquent d'emblée que là, avec le tarot, on va au-delà de la divination.
qu'il y a une dimension très quête personnelle et approfondissement philosophique, spirituel, qui nous sommes et pourquoi nous sommes là, etc. Donc ils introduisent ça et après ils en parlent beaucoup et c'est très très intéressant. Alors, c'est ce que je vous disais, ils expliquent Druidcraft, la rencontre de la Wicca et du druidisme. Donc, ils expliquent les liens, la nature, les choses communes. Et ensuite, voilà pourquoi ils ont écrit ce mot. Et je trouve ça intéressant qu'ils expliquent ça parce que je n'avais pas conscience de cette rencontre des deux. Voilà, tout simplement, quand on n'est pas habitué à ces pratiques de près. Alors, je vais juste faire une pause et je vais voir si je peux corriger la lumière parce que j'ai l'impression que vous ne voyez rien. Voilà, bon, on va voir si ça s'améliore, mais j'ai pas de solution miracle là. Alors, ensuite, donc il parle des points communs entre les deux courants. Par exemple, la célébration des 8 cérémonies, vous savez, de l'année, avec les fêtes païennes, l'usage du cercle magique, les 4 éléments qu'on retrouve dans énormément de traditions. Et puis, plus globalement, il parle de la tradition magique de l'Ouest. Voilà. Donc, tout ça est rapidement présenté. Et en fait, il parle un peu des influences de Starro. Donc, il parle évidemment rapidement de la Golden Dawn, du Rider-Waite-Smith, du tarot d'Aleister Crowley et de celui développé par Paul Foster Case. Voilà, il y a rapidement une introduction. Alors ensuite encore les sources d'inspiration. Ça nous dresse un panorama rapide. Et donc ça part vraiment du principe, c'est pour présenter que aussi le tarot et le paganisme s'enrichissent mutuellement. Voilà, les influences, donc Pythagore, la numérologie, donc ils expliquent rapidement le cadre aussi sur quoi se base la lecture du tarot, sur la structure par rapport à la numérologie, comment c'est structuré. Après, il y aura plus de détails là-dessus plus tard. Donc là, on est sur la vie de Merlin et les contes des bardes. Donc après, ça aussi sont des influences qui sont citées. Et puis, alors ça, c'est très intéressant déjà, l'histoire de Ceridwen et Taliesin. Alors, je suis désolée, je ne sais pas si je prononce bien. Il raconte ce conte qui est assez connu, de ce mythe celtique. Et pour en montrer plus tard, parce que ça revient plusieurs fois dans le livre et dans les explications sur ces cartes, la dimension initiatique de cette histoire et qu'on retrouve, qui rejoint d'autres mythes. Donc c'est très très intéressant. Si vous voulez faire une pause, voilà. Mais de toute façon, je ne vais pas tout vous expliquer parce que il faut aussi découvrir par soi-même. Donc, il parle du mariage alchimique. C'est très en lien aussi avec, ils expliquent les processus alchimiques parce que de toute façon, le druidisme, le chaudron, les mélanges, tout ça, ça se réfère à ça. Donc, c'est très intéressant. Donc, le grand rite. Et ils expliquent ce que c'est que ces archétypes de god et de goddess, de dieu et de déesse. En fait, ce qu'on traduit aujourd'hui par féminin sacré, masculin sacré. Après, c'est pas exactement pareil, mais yin et yang, tout ça, en fait, c'est des principes qu'on retrouve. Et en fait, c'est ce qui fonde ces religions, quoi. C'est de la base, principe féminin, principe masculin.
God et Goddess. Et ça va être important pour comprendre comment est fait le tarot, parce qu'il est fait là-dessus, avec les personnages qui sont représentés. Ensuite, on a effectivement, il parle The Lord and the Lady, donc l'empereur, en fait l'équivalent de l'empereur et l'impératrice, The High Priestess, donc la grande prêtresse, le grand prêtre, les amoureux qui sont importants puisqu'ils sont la rencontre de ces principes. Voilà, et le Feywild, alors le Feywild dans le tarot, vous allez voir, c'est la tempérance. En fait, c'est le côté l'alchimie, le mélange justement des principes et l'alchimie qui donne autre chose. Il y a aussi, ils expliquent la séparation avec la tour, la mort. En fait, l'idée d'initiation, globalement, c'est vraiment initiatique. Donc, je ne vais pas tout détailler, sinon ça serait trop long. Et puis, en plus, il faut le découvrir par soi-même. Alors ensuite, le cycle des saisons et le mystère du temps. Et donc, il y a des pratiques. Ça n'a pas l'air comme ça a l'air très théorique, tout ça. Mais en fait, il y a des pratiques qui sont pas mises en avant, qui sont en texte. Qui ne sont pas mises en avant par des dessins. Mais en tous les cas, il y a des pratiques et ça, c'est vachement intéressant parce qu'on peut placer ses cartes. Donc là, il nous invite à placer tout le jeu et à pratiquer un peu la technique du mandala. En fait, ça rejoint ce qu'on retrouve chez Jodorowsky sur le livre du tarot. Là, j'ai oublié son nom. Le livre du tarot de Jodorowsky et Marianne Costa, où il parle il a fait son propre mandala. Et en fait, là, ils expliquent de fonctionner en cercle, de voir les rapports et d'assembler les cartes comme ça pour les comprendre, pour méditer dessus, etc. Donc là, c'est l'idée de mettre la partie arcane majeure qui représente l'âme, en fait. Et ensuite, la partie des cartes numérotées qui représente... tout ce qui est en lien au voyage sur la Terre, etc. La Terre qui fait son cycle autour du Soleil. Et puis le monde intérieur et le monde extérieur. Et puis il y a aussi les cartes de cours, etc. Donc ils expliquent tout ça. Donc on rentre là dans les mystères extérieurs, puisqu'on est c'est vraiment un chemin initiatique. Et c'est vraiment ce que j'aime dans ce tarot-là, la façon dont c'est présenté. C'est comme dans la vie, ils expliquent, on commence par découvrir des mystères extérieurs, puis de plus en plus on rentre dans le caché, dans ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc je trouve ça vachement chouette de transmettre ça. Donc les arcanes mineurs. Donc en fait, c'est aussi, ils expliquent que c'est à l'image des druides eux-mêmes. En fait, le druide, ils disent, c'est pas représenté, un druide n'est pas représenté par un aigle, par exemple, mais plutôt par un tout petit oiseau, pas du tout impressionnant, le wren, le roitelet. Lui, en fait, c'est là que viennent plein de mots en gaélique. Et en fait, c'est le plus petit, le plus humble. Parce qu'en fait, l'idée du druide, c'est ça, c'est d'être humble. Voilà, donc ça, c'est retranscrit. Et c'est pour ça qu'il commence aussi dans le livre par les petits... pas par les arcanes majeurs. Et aussi, il y a l'idée de... Souvent dans les livres, on commence par les arcanes majeures et en fait après les gens ont du mal à s'intéresser aux arcanes mineurs alors qu'ils sont super importants vu que c'est la vie dans le monde, hein, les arcanes mineurs. Donc de toute façon c'est un tout, c'est un système global le tarot. Donc c'est intéressant de s'intéresser à tout. Et de pratiquer aussi, de pouvoir se mettre à pratiquer avec tout le jeu.
Alors voilà, donc ensuite là c'est pas mal, il y a un dessin pour représenter cette idée avec un pentacle, vous voyez, qui est quand même un symbole qui est très repris dans beaucoup de pratiques. Et donc en haut on a l'âme avec les arcanes majeurs, là on a l'eau avec la suite des coupes, les sentiments, les émotions, le cœur. Ensuite, le feu, la suite des bâtons, l'intuition, l'esprit. Ensuite, on a l'air, la suite des épées, la pensée, l'intellect, l'esprit. Et ensuite, la terre, la suite des pentacles, les sensations, les sens, le corps. Voilà. Donc c'est chouette de présenter ça comme ça pour les gens qui débutent et tout, ils ont une idée globale. Donc les cartes de cours, ils commencent par les cartes de cours parce qu'ils commencent par les 16 types de personnalité du tarot pour expliquer qu'est-ce que c'est que l'idée des cartes de cours. Ça représente des types de personnalités. Bon, après, c'est pas complètement figé, hein. Il y a plein de nuances, hein. Il faut toujours aller dans la nuance, mais voilà, ils expliquent. Donc c'est sympa, ils font une sorte de visualisation. Imaginez-vous venant du nord, le royaume de la terre et des pentacles, une famille, etc. Et ils présentent en gros une tribu, et ils décrivent un peu. Et c'est sympa aussi pour retenir quelles peuvent être les personnalités, etc. Donc voilà, là aussi il y a une pratique. Donc prenez les 16 cartes de cours et étalez-les devant vous. Donc imaginez-les en 4 tribus, 4 familles, elles se rassemblent. Et essayez de les placer en cercle et avec les coupes à gauche, les épées à droite, les pentacles au-dessus, les bâtons en dessous. Voilà, et en fait c'est un truc qui fait qu'on va se familiariser, qu'on va comprendre comment est structuré le jeu et tout, puis c'est hyper intéressant. Ça peut faire méditation aussi, voilà. Il parle aussi de la notion de significateur qu'on peut retirer, savoir si on cherche un significateur pour parler de soi. Voilà, c'est une pratique qui est faisable. Ils expliquent rapidement ce que c'est et ils expliquent aussi l'inconvénient, c'est que après on retire le significateur du jeu, donc on l'a pas dans son tirage, voilà. Mais bon, c'est intéressant de l'aborder parce que des fois, quand on connaît pas, quand on débute, on sait pas ce que c'est. Ensuite, il y a une deuxième pratique, c'est de placer le fou au centre du cercle. Et puis, donc après, d'aller explorer les dimensions psychologiques. Donc, il y a toute une explication là-dessus. Donc, voilà, je vous laisserai découvrir, c'est intéressant. Comment interpréter les cartes de cours? Donc, en fait, ils expliquent que les 3 clés, et ça, c'est vachement bien de retenir ça. Ça aide justement à retenir plutôt que d'apprendre bêtement. À force de toute façon de manipuler, on les apprend les significations des cartes. Mais c'est juste que là, ça explique comment c'est construit. Donc les 3 clés, donc il y a le concept féminin, masculin. Donc ça, on va chercher à travailler là-dessus pour comprendre ce que peut signifier le concept féminin, que peut signifier le masculin. Et donc, ça va nous aider pour les... Oui, parce que ce que je n'ai pas précisé dans les cartes de cours, c'est qu'ils ont choisi, normalement, donc dans le tarot, le Rider-Waite, et puis même dans le Marseille, vous avez le valet, le cavalier, la reine, le roi. Bon, Jodorowsky met le cavalier au-delà de la reine et du roi. Bon, ça, après, c'est des façons d'interpréter. Et donc là, en fait, normalement, donc c'est valet, cavalier,
reine, roi. Et là, vous avez en fait princesse, prince, reine et roi. Donc vous avez une part féminine, une part masculine, en gros, une part féminine, une part masculine. C'est ce qu'ils ont choisi de faire. Donc après, pour interpréter, donc d'abord vous aviez l'aspect féminin masculin, donc qu'est-ce qui ressort dans le tirage, plutôt le féminin, plutôt le masculin, qui est incarné donc par soit la princesse, soit la reine. Ensuite, le deuxième niveau d'interprétation qui aide à interpréter, c'est en fait, il y a une dimension d'âge aussi. Donc, qu'est-ce que fait quelqu'un de plus âgé? Alors, il a plus d'expérience, mais par exemple, il a moins d'énergie. Ou quelqu'un de plus jeune a beaucoup d'énergie, mais a beaucoup moins d'expérience. Donc, ça aussi, se servir de cette idée-là pour interpréter éventuellement le caractère. Et la troisième, c'est fondé sur le fait que chaque suite, donc l'eau, les coupes, le feu, les bâtons, l'air, les épées, les pentacles, la terre, bon ben voilà, c'est de cette dimension qu'on connaît parce qu'on a appris que les correspondances étaient telles avec tel élément. Et donc voilà, ça nous permet après de définir des caractères psychologiques pour les cartes de cours. Et après, c'est mouvant dans le tirage, hein, c'est en fonction du tirage. Voilà, mais c'est intéressant la technique. Ensuite, les cartes à points. Donc, il les présente. Les cartes de cours et les clés d'interprétation, donc ça, je vous en ai déjà parlé. Les cartes à points et aussi 3 clés. À chaque fois, il y a 3 qui revient, c'est ça qui est intéressant, c'est un chiffre quand même symbolique. Les 3 clés d'interprétation. Donc en fait, pareil, sur les cartes à points, donc de l'As au 10, on va se fonder sur une connaissance de chacun de l'esprit de chaque élément, pareil. Après, une connaissance sur l'aspect numérologique, la signification, qu'est-ce que veut dire le 1, qu'est-ce que veut dire le 2, Donc ça, c'est des choses qui se sont transmises à travers le temps, et donc on reprend un peu ces transmissions, voilà. Et puis aussi, il y a une troisième chose, c'est qu'il y a aussi les significations traditionnelles, c'est-à-dire qu'avec le temps, bon, surtout par rapport donc comme je disais, au Rider-Waite-Smith, parce que c'est là-dessus que ça se base, et il y a les cartes numérotées ont pris telle signification, etc. Et donc ça va rentrer dans notre interprétation. Et ça vient surtout en regardant des tarots, etc. Plutôt qu'en apprenant par cœur des choses. Donc pratique, pareil, ils expliquent de mettre les choses en cercle. Voilà, je vous laisse découvrir. Alors là, ils disent un truc intéressant, c'est que les As tombent au solstice et aux équinoxes, et les 6 au croisement, au fait intermédiaire, comme Imbolc, Beltane, Lughnasadh et Samhain. Donc voilà, c'est aussi un esprit qui est là-dedans, la division par rapport à la roue de l'année. Voilà, ça c'est intéressant. Et puis ils expliquent pourquoi ils ont ils ont repris le truc traditionnel de mettre d'abord les bâtons, ensuite les coupes, ensuite les épées, ensuite les pentacles. Et là, vous avez une signification rapide, donc c'est bien, il y a un petit résumé avec ce que veut dire la princesse, des mots-clés, potentiel, commencement, exploration, étude, le prince, le roi, la reine, et puis les as, les 2, les 3. Donc par exemple pour les 4, structure, sécurité, stabilité, le monde matériel, limitation. Donc ça c'est super d'avoir ça. Après vous avez la présentation des cartes, donc on commence par les cartes de cours. Donc vous avez à chaque fois les mots-clés, une signification et la signification inversée.
Et c'est à chaque fois comme ça. C'est très succinct, mais en fait, c'est super parce qu'en plus, moi, ce que j'adore dans ce truc, c'est que, par exemple, là, il y a toutes les princesses. Après, vous avez tous les princes. Et pour les cartes numérotées, vous avez tous les 8, tous les 6. Je trouve ça intelligent, quoi. C'est hyper instinctif comme truc, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc après, donc là on a fait les cartes de cours. Là après, vous tombez sur les cartes à points. Voilà, les 2, les 3. Donc je vais vous lire par exemple une signification. Je vous sortirai les cartes après, mais le 3 de coupe. Donc les mots-clés, célébration, amitié, don. Alors donc la signification, un temps pour la célébration, il y a peut-être un événement comme un mariage ou un anniversaire, prendre le temps de profiter des plaisirs, de l'amitié, etc. Donc la joie, l'énergie, recevoir de l'aide ou des dons ou des cadeaux, la fin des difficultés, etc. Le succès dans les arts. Et ensuite, en signification inversée, même le plaisir et les célébrations peuvent avoir une fin, peut-être, ou peut-être qu'il y en a assez pour le moment, peut-être que vous êtes en danger de dépenser trop d'argent, etc. Donc voilà, mais c'est plusieurs propositions et je trouve ça bien fait, quoi. Après, on est libre. De toute façon, il faut toujours commencer par sa propre interprétation au vu de la carte. Et puis, petit à petit, après, on se réfère au livre, on a des indications. Et puis, on voit par rapport à sa question. Et voilà. Mais c'est vachement bien pour... vraiment, il peut servir pour beaucoup de choses. Et ce que j'aime, c'est que, justement, vous allez voir avec les cartes, c'est qu'on peut vraiment faire de la lecture projective, quoi. C'est de se plonger dans la carte, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ensuite, les arcanes majeures. Donc ça, c'est super intéressant. Bon, je vais passer plus vite, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais en fait, vous avez le voyage, et pareil, il y a des pratiques. Vous avez le voyage du fou, avec... en fait, qui passe par 3 étapes de 7 cartes, donc 3 x 7, 21. Et donc à chaque fois, il vous explique le sens initiatique. Mais rapidement, hein, c'est très simple, on ne se prend pas la tête, mais ça permet de donner une dimension voilà, qu'on n'a pas forcément calculée au premier abord. Donc je passe rapidement, il y a une pratique aussi, pareil, toujours avec les cercles, donc là en se concentrant sur les arcanes majeures, donc sur le domaine de l'âme, pour comprendre. Intéressez-vous aussi au mouvement entre les amoureux, ce qui est l'équivalent de la tempérance, the fairies, le monde, et voyez les points communs, notamment dans la position des jambes. Voilà, il y a quelques éléments comme ça qui sont très très inspirants. Mandala et méditation, le but de la quête spirituelle, donc vraiment il y a beaucoup de choses dans un tout petit livre, c'est très intéressant. Et donc pour les arcanes majeures, vous avez à chaque fois the message, donc ayez confiance dans votre savoir intérieur, votre sagesse intérieure. La vie est une aventure, vivre est une aventure. Le voyage de la découverte, un voyage de découverte qui doit être aimé, apprécié, on doit en profiter, etc. Donc vraiment, voilà, le petit message, les mots-clés, le sens, et puis en inversé. Donc ça pour toutes les majeures.
Et ensuite, vous avez en fait, vous n'avez pas beaucoup de tirages, non, parce que je pense qu'il part du principe on va faire un petit livre pas trop dense, on va prioriser sur certaines choses. Et bon, les tirages simples, à trois cartes, etc., il y en a partout, donc on commence un peu à les connaître. Là, ils ont juste pris un tirage, un seul, l'hexagramme, qui est intéressant, je l'ai fait, et franchement, c'est assez intéressant. Bon, c'est pas un tirage révolutionnaire, mais c'est... De toute façon, voilà, faut faire comme on le sent, il n'y a pas de truc mieux qu'un autre, de révolutionnaire ou pas, hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent l'exemple, en fait. C'est pas, ils vont pas vous dire Alors là, ils vous disent donc c'est la forme de l'hexagramme. En haut, vous avez le problème, la problématique apparente, conscientisée. Ensuite, en deux, en face, vous avez le point de tension. Ensuite, en trois, au côté opposé, puis ça a un sens magique aussi. Euh, la voie de la résolution. Ensuite, en 4, vous avez ce qui est inconscient à l'intérieur, ce qui est déterminant, ce qui n'est pas résolu, voilà, la problématique cachée. Ensuite, en 5, le pivot du changement. Et en 6, la clé de l'harmonie. Voilà. Bon, c'est un tirage intéressant. Et à la fin, donc vous avez les auteurs, l'artiste Will Worthington, et ils expliquent ce que c'est que l'ordre des bardes, ovates et druides. Voilà, parce que c'est des gens qui en font partie, en tout cas pour les auteurs. Et voilà, pour le livret, c'était un petit peu long, mais vraiment, ça valait le coup de se pencher là-dessus. Alors, pour les cartes. Donc c'est des cartes classiques. Bon là dans cette version-là, elles sont assez plastifiées, donc elles sont très solides, mais c'est plutôt ça fait plastique quand même, hein. Mais bon, ça me dérange pas trop, j'aime bien. Donc comme je vous disais, elles sont grandes. Le dos est classique, version carte comme on faisait à l'époque. Et non, alors je suis pas dans le bon sens. Ouais, changer de sens puisque je les ai classées quand même. Donc là, vous avez le fou. Alors, comme je disais, j'adore cet illustrateur. En fait, par exemple, dans le tarot de la forêt enchantée, c'est beaucoup plus la façon dont il a dessiné. Bon, on retrouve sa patte, mais c'est beaucoup plus bande dessinée avec des traits et tout. J'aime beaucoup aussi. Et là, en fait, dans ce jeu, ce qui est magnifique, c'est que c'est des peintures. Il y a beaucoup de couleurs, de nuances, de détails et tout. Enfin, moi j'adore. Et ça me fait penser un peu à Botticelli parfois. Vraiment, dans les visages, là, ce fou-là, il me fait penser à Botticelli. Ce que j'aime aussi, c'est le côté... Bah là, c'est quelqu'un d'androgyne, donc on ne voit pas vraiment... Et puis elle est belle, cette carte. Elle est poétique, elle a Enfin, c'est très très beau. Bon, je vais passer les cartes. Donc le magicien. Voilà, avec tous ces instruments. Donc on est dans l'univers la grande prêtresse, l'impératrice. On est dans l'univers, voilà, je disais des druides, très nature, les pierres, l'empereur, the Lord. Le grand prêtre. Donc il y a plein de choses à aller voir et c'est un tarot pour ça qui est bien pour faire de la projection. Comme je disais, plus que le Rider-Waite, je trouve. Donc les amoureux. Donc en fait au départ je me suis dit bon ok montrer un orgasme ou je sais pas quoi pour représenter les amoureux, bon quel est le sens? En fait il y a plutôt, je pense, je l'ai lu dans le livre, l'idée d'abandon aussi. D'abandon, d'aller vers l'autre et d'abandon un peu de son ego, tout ça, donc c'est aussi pour ça que c'est représenté comme ça.
le chariot, la force. Ça, j'aime beaucoup avec le sanglier, la force. Puis ce rouge là, j'aime. L'ermite. Vous voyez les ciels, hein, ce matin en plus j'ai vu un ciel comme ça. Chez nous là, c'est beau ces ciels où il y a des nuages partout. Et justement je me suis dit, bah tiens, c'est un ciel un peu anglais, un peu voilà, avec des nuages, c'est marrant. Parce que nous on est au sud de la France. La roue. Donc là aussi c'est intéressant la façon dont on peut partir sur plein de choses avec le fait. Enfin, je trouve que la scène, elle est intéressante, quoi, d'être sur la plage, dans le sable, un truc qui peut s'effacer, éphémère. Enfin, on peut partir sur plein de choses dans Star Wars, c'est ça qui est chouette, hein, parce vous pouvez rencontrer des détails, ça va vous évoquer, ça parle vraiment à l'inconscient, très très fort. Alors la justice, avec l'araignée qui tisse la toile, c'est génial. La chouette. Le pendu. Alors, leur explication elle est intéressante aussi sur, je vous expliquais le pendu. Enfin, vous le découvrirez par vous-même parce qu'il faut garder des surprises. Puis l'arbre avec les pommes et tout, ça, je trouve ça fabuleux ces références. Alors, la mort. Alors ça, c'est une de mes cartes de mort préférées. Préférée. Elle est fabuleuse. Elle a une atmosphère. Bon là, on voit pas forcément très bien parce que j'ai pas une bonne lumière. Et je m'en excuse parce que j'espère que vous verrez quand même assez les cartes. Mais le chaudron de la transformation, l'alchimie, la vieille femme, donc qui est peut-être Keridwen, enfin en tout cas l'archétype de la sorcière, la vieille, celle qu'on retrouve dans le paganisme, le serpent, enfin tout est fabuleux et vraiment on peut méditer quoi. Hein. J'aime beaucoup cette carte. Donc The Ferret, donc c'est la pratique alchimique, quoi, la connaissance, le chaudron, les mélanges, c'est donc l'équivalent de la tempérance. La tour. Ils en parlent aussi de l'illumination et tout. Enfin, c'est une approche vraiment, j'aime beaucoup leur approche. Cernunnos. Alors, c'est marrant, je trouve ça intéressant qu'ils aient repris Cernunnos, parce que Cernunnos, donc, c'est donc le dieu païen avec les bois de cerf. Et c'est marrant parce que dans le Marseille, on a le diable. Là, je vous ai pris le tarot de Madenier, qui est le premier tarot de type 3, donc apparu publié en 1709. Et le type 3, c'est le type qu'on connaît, plus aujourd'hui, que d'autres versions plus anciennes qui n'avaient pas les mêmes dispositions, les mêmes structures, etc. Et on retrouve ces cornes. Et en fait, à l'époque, au Moyen-Âge, enfin 1700 c'est plus tard, mais l'imagerie vient du Moyen-Âge, c'était l'idée que les cornes, c'était le diable, parce que c'est le christianisme qui avait repris un peu ça, dans le sens où le paganisme était associé au diable, etc. Donc on retrouve ces cornes de cerf, et là on le retrouve en version diable Cernunnos, qui vient interroger notre inconscient, nos limites, enfin voilà, il y a plein de choses, c'est pareil. Alors après, il y a un petit bémol, juste c'est que la représentation des cornus, enfin pour moi, pour mon ressenti, je suis pas fan. Enfin voilà, pour moi l'étoile, d'ailleurs j'ai pris aussi pour vous montrer l'étoile du tarot qu'on connaît de Marseille. Et pour moi, elle a plus, voilà, là en plus elle a les rondeurs, ça a une signification aussi c'était aussi une façon de représenter les corps à l'époque, hein, qui était conformiste, on va dire, à l'époque. Et aujourd'hui, ça c'est plus conformiste par rapport à aujourd'hui, mais quand même, il y a le côté ventre arrondi, fécondité, etc.
Et, euh, et là, on a quand même un corps très idéalisé, hyper bien foutu, peu de poils, machin, tout ça. Je trouve ça très... voilà, c'est dommage, c'est un peu dommage. Personnellement, c'est mon ressenti. Je- voilà, je vais pas m'étendre des heures. Euh, la lune, donc avec les loups, le soleil, donc c'est le Rider-Waite qui a repris vraiment le jugement qui est appelé le Rebirth, la renaissance. Après être allée dans le temple et tout, elle est chouette en signification cette carte aussi. Avec là on retrouve la corne, le corps d'appel. Alors le monde, ah bah, c'est pareil, c'est une carte que j'aime moins. Alors dans le livre on nous parle d'androgynité. Elle n'est pas flagrante non plus l'androgynité, mais ok. Et puis après, corps très fin et tout, je trouve ça, c'est c'est assez standardisé. Puis ouais, je suis pas fan, dommage. Mais bon, ça n'empêche que j'aime beaucoup ce jeu quand même. Alors l'as de bâton, le 2 des bâtons, avec donc des représentations de lieux celtes. Le 3, donc on est vraiment après sur le 4, la célébration, etc. On est vraiment sur des... C'est pas loin du Rider-Waite. Hein. Le 5, très traditionnel comme représentation. Le 6, le 7, le 8 des bâtons. Donc là, pour une fois, on a une représentation de corps sur le 8 des bâtons. Ça varie un peu. Le 9, le 10. Donc, comme je vous disais, on a princesse, prince. Donc, ils ont fait pôle féminin, pôle masculin, en gros. Bon, sachant que pour les princes et les princesses, donc c'est l'équivalent du valet et là du cavalier. Donc, normalement, il y a une idée d'avancement en âge, etc. Donc là, je trouve que ça, c'est pas. Ils auraient pu alterner, mettre par exemple des hommes aussi enfin, trouver un système où ce soit alterné hommes et femmes. Ça aurait été sympa aussi, mais bon. Je comprends l'idée qui a voulu être transmise. La reine, très puissante, la reine de bâton. Le roi. Alors je trouve que les expressions des personnages sont vraiment, dans les cartes de cours, sont super représentatives, quoi. Il se dégage une expression qui est importante, je trouve, qui est bien représentée. L'as de coupe, le 2, le 3 de coupe, le 4, 5 de coupe. Puis il y a des atmosphères à chaque fois, où je vous dis, avec ces ciels et tout, ça laisse place beaucoup à la rêverie aussi. C'est un tarot qui calme, je trouve. Qui peut être sombre, hein, qui peut être dur, mais qui calme aussi. Qui apaise peut-être. 6 de coupe. Le 7. Il y a des couleurs magnifiques. Les couleurs de ciel. Le 8 de coupe, avec des contrastes aussi. C'est un dessinateur qui au niveau des contrastes et des couleurs, il est très très fort. Le 9 de coupe. Ça, tout de suite, l'œil est accroché et on plonge dedans. Le 10 de coupe.
la princesse, comme le valet, le prince, comme le cavalier, la reine, avec son petit pied dans l'eau, le roi des coupes. Je l'aime bien, ce roi des coupes. J'aime bien sa bonhomie. Puis son chien derrière aussi. Il a une tête sympa. Là, pour le coup, ce qui est chouette, c'est que je trouve qu'on retrouve, il y a la rencontre de la bande dessinée, les traits un peu comme ça, caricaturaux, qu'on retrouve en bande dessinée, avec la peinture, la dimension peinture, plus, comme je vous disais, Botticelli, ça me fait penser. Enfin, c'est vraiment super, quoi, pour plonger dans les cartes. Donc, l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3, le 4, pas commode, le 5, le 6. Elle est belle cette carte du 6 d'épée. Le 7. Alors vous entendez mon petit chat. Le 8. Le 9 d'épée. La carte des cauchemars. Le 10. Vous voyez le jour qui se lève derrière. La princesse, équivalent du valet. Donc les épées sont plutôt en bleu. À chaque fois, il y a des couleurs qui reviennent, qui sont choisies effectivement en fonction de l'élément. Donc ça permet tout de suite aussi de les visualiser. Le prince, le cavalier d'épée, qui est très incisif. La reine d'épée. Là, on est vraiment dans l'air, quoi. On voit les choses voler. Le roi d'épée. L'as de pentacle. Le 2. Les couleurs sont magnifiques. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Elle est belle cette carte aussi. Le 8 de pentacle. Le 9. Le 10. Ça j'aime bien aussi, ça fait BD aussi, c'est chouette. Très très chouette. La princesse de pentacle, je l'aime beaucoup cette princesse de pentacle. Côté qui regarde son élément est très bien vu. Le prince de pentacle, la reine et le roi. Voilà, je me rends compte que cette vidéo est extrêmement longue. Je me rends compte que j'ai voulu vous présenter le livret de manière presque exhaustive et que j'ai dû accélérer parce que voilà, bon, c'était pour dire combien c'est super, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.